Un millionnaire suit la femme de ménage et la voit dans une maison abandonnée avec sa mère, qui révèle la vérité la nuit où tout change. Il était 015 lorsque Romain Chevalier Duval vit la lumière du couloir s'allumer pour la deuxième fois de la même semaine. Il avait travaillé tard, comme toujours. L'hôtel particulier à Neuilly-sur-Seine était immense et silencieux à cette heure, et il préférait le silence. Il préférait l'obscurité du bureau, l'écran de l'ordinateur, les chiffres qui ne mentaient jamais et ne le décevaient pas. Les chiffres ne mouraient pas. Les chiffres ne le laissaient pas seul. Il entendit des pas doux, rapides, presque sans poids. Ce n'étaient pas les pas de l'âge de sécurité. Cela était lent, lourd, accompagné du grincement de sa ceinture. Ceci était différent. Romain leva les yeux de ses documents et regarda la porte entr'ouverte du bureau. Une silhouette traversa le couloir. C'était Pauline. Elle portait l'uniforme bleu de nettoyage. Mais à cette heure, son service était terminé depuis plus de 2 heures. Romain fronça les sourcils. Il la vit marcher vers la sortie de service avec quelque chose sous le bras. Cela ressemblait à un petit sac à dos. Elle disparut par la porte latérale. Il resta immobile quelques secondes. La première nuit, il avait attribué cela à un oubli. Peut-être avait-elle laissé quelque chose. Peut-être était-elle revenue chercher son sac. Mais c'était la deuxième fois. Et à cette heure, avec cette hâte, avec cette prudence de quelqu'un qui ne veut pas être vu, Romain ferma le dossier qu'il avait sur son bureau, se leva et alla vers la fenêtre latérale qui donnait sur l'accès de service. De là, il pouvait voir l'allée où les employés garaient leurs véhicules. Pauline était déjà là, sous la lumière jaunâtre du lampadaire. Elle portait son sac à dos en bandoulière et marchait vite vers la rue comme quelqu'un qui sait exactement où aller. Il ne savait pas pourquoi il le faisait. Ce n'était pas son genre de suivre qui que ce soit. C'était son genre d'ignorer les choses qui ne le concernaient pas directement. Mais cette nuit-là, quelque chose l'arrêta avant de retourner à son bureau. Il sortit, prit lui-même sa voiture sans chauffeur et la suivit à distance raisonnable dans les rues presque vides de Neuilly. Pauline marcha 4 pâtés de maison, puis monta dans un bus de ligne qui allait vers l'ouest. Romain suivit le bus pendant 15 minutes jusqu'à ce qu'il le voie s'arrêter dans une cité qu'il ne connaissait pas. Pauline descendit et marcha rapidement dans une rue étroite avec des murs gris et des arbres tordus poussant entre les trottoirs abîmés. Elle s'arrêta devant un immeuble de 4 étages, sans nom sur la façade, lumière allumée au 2e étage. Romain gara sa voiture loin et attendit 10 minutes, peut-être 15, puis il la vit sortir. Pauline Dubois sortit de l'immeuble avec un enfant endormi dans les bras, un petit enfant, peut-être 2 ans, la tête appuyée sur son épaule. Pauline le portait avec la naturalité de celle qui l'a fait des milliers de fois, un bras ferme sous les jambes et l'autre main soutenant la nuque. Elle l'enveloppa dans sa veste avant de se remettre en marche vers l'arrêt de bus. Romain ne bougea pas. Il y avait quelque chose dans cette image qu'il ne pouvait pas quitter des yeux. Ce n'était pas de la pitié, ce n'était pas la surprise qu'une employée ait un enfant. Cela ne le regardait pas. C'était autre chose, quelque chose qu'il ne savait pas encore nommer, une sensation vague et inconfortable, comme lorsque, dans les affaires, on presse qu'il manque une information qui changerait tout. Il retourna à l'hôtel particulier avant elle. Il se rassit à son bureau, ouvrit le dossier et regarda les chiffres, mais ne les voyait plus. 3 jours plus tard, Romain arriva tôt à la salle de réunion où se tenait la revue mensuelle du personnel. Ce n'était pas une procédure à laquelle il participait normalement. C'était Isabelle qui s'en chargeait, elle qui depuis 8 mois coordonnait les ressources humaines de la résidence avec une efficacité qu'il appréciait sans la remettre en question. Mais ce jour-là, il s'assit en bout de table. Isabelle Fontaine entra avec son dossier, son parfum cher et son sourire habituel. 32 ans, cheveux foncés, soigneusement attachés, vêtements sans un pli. Romain l'avait rencontrée 2 ans auparavant lors d'un événement professionnel, 6 mois après la mort de Nathalie. Elle s'était approchée avec la discrétion appropriée, le bon timing, le genre de présence qui n'exige rien, mais est toujours disponible. Il ne l'aimait pas. Il ne savait plus s'il était capable d'aimer. Mais il la respectait, et cela lui avait semblé suffisant pour s'engager. « Nous commençons avec le personnel de nuit », dit Isabelle en ouvrant son dossier. « Il y a 2 personnes qui sont irrégulières dans leurs horaires de départ depuis des mois. L'une d'elles, Pauline Dubois, dit Romain avant qu'elle ne finisse. Isabelle le regarda. « Oui, tu avais déjà le rapport, n'est-ce pas? Que proposes-tu? Nous en passer. Il y a 3 candidates qui peuvent couvrir son service sans problème. » Romain fit tourner son stylo entre ses doigts. C'était un geste qu'il faisait lorsqu'il traitait quelque chose qu'il ne voulait pas montrer. Quelle justification avons-nous? Non-respect des horaires. Elle part systématiquement avant la fin de son service. Cela affectait la qualité de son travail. Isabelle hésita un instant. Juste un instant. Pas de manière documentée. Mais l'irrégularité elle-même est. Alors, il n'y a pas de justification suffisante. Romain ferma le dossier.
Passons au point suivant. Isabelle ne dit rien pendant 3 secondes. C'était le genre de silence qui, chez elle, avait du poids. Romain. Sa voix baissa de ton, comme si la conversation avait cessé d'être professionnelle. Y a-t-il quelque chose que je devrais savoir sur cette jeune femme? Il la regarda. Non, parce que tu passes une semaine à poser des questions sur elle qui ne t'intéressent normalement pas. Je passe une semaine à être plus attentif au personnel de cette maison. Ce n'est pas la même chose. Isabelle hocha la tête avec une lenteur qui n'était pas de l'acceptation, mais de la prise en compte. Bien sûr, Romain la connaissait bien. Il connaissait la façon dont elle pinçait les lèvres quand quelque chose ne se passait pas comme elle l'avait prévu. Et il connaissait aussi la façon dont elle gardait les choses qu'elle ne pouvait pas encore contrôler. Comme de l'eau retenue derrière un barrage qui attend le bon moment pour céder. Cet après-midi-là, Romain appela son assistante. « J'ai besoin du dossier complet de Pauline Dubois-Lambert. Service de nuit, nettoyage. Pour quand le voulez-vous? Ce soir. » Le dossier arriva à 19. Romain le lut dans son bureau. Seul, 26 ans. Originaire de Villefranche-sur-Seine, près de Melun. Pas d'études universitaires. Baccalauréat terminé. 3 ans de travail à la résidence Chevalier. Dossier impeccable jusqu'à l'année précédente. Aucun incident enregistré. Aucun avertissement. Une photo d'identité au début du dossier. Une jeune femme au visage sérieux, cheveux foncés, yeux regardant l'appareil avec une sorte de fatigue tranquille. À la fin du dossier, dans le champ des charges familiales, il y avait une ligne que quelqu'un avait remplie à la main avec une petite écriture. Un enfant mineur, Thomas D. Dubois, 2 ans. Romain ferma le dossier, prit un verre d'eau, marcha jusqu'à la fenêtre. La ville la nuit était un tapis de lumière qui s'étendait à perte de vue. Il resta ainsi un long moment, pensant, sans savoir dire à quoi exactement, pensant à l'image de Pauline sortant de l'immeuble avec l'enfant endormi dans les bras, pensant qu'à 1 du matin, dans une cité qu'il ne connaissait pas, une femme de 26 ans portait son enfant dans des rues sombres parce qu'elle n'avait pas d'autre option, pensant à Nathalie, qui était morte sans enfant, et à lui, qui avait un hôtel particulier de 500 carrés mètres pour lui seul, pensant que cette sensation, ce quelque chose qu'il ne savait pas nommer, avait été là avant, 2 ans auparavant, allez, hôpital, quand le médecin lui avait dit qu'il n'y avait plus rien à faire, la même sensation d'avoir une information incomplète qui changeait quelque chose de fondamental, sans qu'il ne puisse encore comprendre quoi ni comment. Il ne savait pas ce qu'il cherchait, il ne savait pas ce qu'il espérait trouver. Il savait juste que cette sensation n'avait pas disparu. Et Romain Chevalier-Duval n'aimait pas avoir des choses qu'il ne pouvait pas nommer. Il resta près de la fenêtre jusqu'après minuit. Quand il alla enfin se coucher, la ville était toujours allumée, et lui, pour la première fois depuis longtemps, ne pensa pas aux affaires avant de fermer les yeux. Il pensa à des yeux qu'il n'avait pas encore vus, des yeux qui se reconnaissent. Le lundi suivant, Romain arriva à l'hôtel particulier plus tôt que d'habitude. Il était 11 heures du matin quand il entendit des voix dans le jardin de service. Une voix adulte et une petite voix aiguë, avec cette cadence particulière des enfants qui ne distinguent pas encore parler et crier. Romain sortit par la porte latérale, sans savoir exactement pourquoi. Dans le jardin de service, Pauline Dubois était agenouillée devant un enfant aux cheveux noirs et aux grands yeux qui montrait un oiseau posé sur le rebord du mur. L'enfant portait un sac à dos coloré trop grand pour son corps. Pauline lui disait quelque chose à voix basse avec un sourire que Romain ne lui avait jamais vu au visage quand elle travaillait. C'était un sourire différent, un sourire qui venait d'un endroit qui n'avait rien à voir avec le travail, ni avec la peur, ni avec la prudence. « Que fait l'enfant ici ?» demanda Romain. Pauline se releva immédiatement. L'enfant tourna la tête et le regarda sans aucune crainte. « Pardon, monsieur Chevalier, ma mère. Il y a eu un problème avec la personne qui le garde aujourd'hui. Je n'avais pas où le laisser. Il ne dérangera pas. J'ai terminé mon service et dans 10 minutes, je me fiche qu'il dérange. J'ai demandé ce qu'il fait ici. » Pauline pinça les lèvres. « Je l'ai amené moi-même. Si vous voulez me déduire de mon salaire le temps que... je ne vais rien vous déduire. » Romain regarda l'enfant. L'enfant le regarda en retour. Il y avait quelque chose dans ce regard que Romain ne savait pas traiter. Ce n'était pas que l'enfant ressemblait à quelqu'un en particulier. Il n'aurait pas pu l'affirmer avec certitude. C'était quelque chose de plus vague, comme quand on entend une mélodie qu'on ne se souvient pas avoir apprise, mais que les doigts jouent seuls. Une reconnaissance qui n'avait pas encore de nom. « Comment s'appelle-t-il » demanda-t-il sans quitter l'enfant des yeux. Pauline mit une seconde à répondre. « Thomas. » L'enfant leva la main et dit quelque chose qui ressemblait à oiseau, mais qui finit par être oiseau sans le R roulé, parce qu'il ne maîtrisait pas encore les R. Il montra de nouveau le mur où l'oiseau n'était plus. « Il est parti », lui dit Romain. L'enfant le regarda avec une expression de légère déception que Romain trouva, pour une raison quelconque, difficile à supporter. Il se retourna et rentra dans l'hôtel particulier. Cet après-midi-là, il demanda à son assistante de vérifier si Pauline Dubois avait un partenaire enregistré, si le père de l'enfant figurait dans un document du dossier.
La réponse arriva en 1 heure. Aucune information sur le père enregistrée. Mère célibataire depuis la naissance du mineur. Romain resta à regarder l'écran de son ordinateur pendant 3 minutes sans rien faire. Puis il ouvrit le courriel qu'Isabelle lui avait envoyé le matin. Plan pour le dîner de fiançailles du mois suivant. Liste des invités, proposition de lieu, tout était parfaitement organisé, comme toujours. Romain lut le courriel jusqu'à la moitié et le ferma sans répondre. 2 nuits plus tard, Romain travailla de nouveau tard dans son bureau. Ce n'était pas de l'insomnie exactement. C'était que le lit de cette chambre qu'il avait autrefois partagé avec Nathalie restait trop grand. 2 ans et il était toujours trop grand. Nathalie Chevalier était morte d'un anévrisme foudroyant à 30 ans. Sans avertissement, sans adieu, Romain était arrivé à l'hôpital à temps pour entendre qu'il n'y avait plus rien à faire. C'était le moment exact où quelque chose en lui, quelque chose qu'il n'avait jamais su nommer avec précision, s'était éteint. Pas d'un coup, comme une bougie à qui manque l'air, mais lentement, sans drame, jusqu'à l'obscurité. Nathalie avait voulu avoir des enfants, lui aussi, bien qu'il ne le dise jamais à voix haute, car dans son monde, ce n'était pas quelque chose que les hommes disaient. Ils avaient essayé pendant plus d'1 an sans résultat. Les médecins avaient dit que c'était une question de temps, qu'il n'y avait rien de structurellement mauvais, que ces processus prenaient parfois simplement du temps. Puis Nathalie était morte, et le temps s'était arrêté. Romain entendit les pas, les mêmes que d'habitude, doux, rapides, sans poids. Cette fois, il n'alla pas à la fenêtre. Cette fois, il alla directement dans le couloir. Pauline s'arrêta net quand elle le vit. Elle portait son sac à dos en bandoulière. Son service était terminé depuis 1h30. « Où vas-tu » demanda Romain. Ce n'était pas une question menaçante. C'était une question sèche, directe, la même qu'il utilisait en réunion quand il voulait une réponse sans détour. Chercher Thomas. Je le laisse dans un endroit où on s'occupe de lui pendant que je travaille, et je dois aller le chercher avant 1 du matin. Parce que sinon, qui s'occupe de lui? Pauline hésita. Une dame de l'immeuble où j'habite, toutes les nuits. Oui, et si ça prend un peu plus de temps, il y a un supplément que je ne peux pas. Elle s'arrêta. Elle serra son sac à dos. Avec le salaire que j'ai, monsieur Chevalier, chaque heure supplémentaire est une dépense que je ne peux pas couvrir. Romain ne dit rien pendant quelques secondes. Vous avez l'autorisation de partir quand vous avez besoin de le récupérer, sans retenue sur salaire. Faites les arrangements nécessaires avec la coordination des services. Pauline le regarda. Dans ce regard, Romain lut quelque chose comme de la méfiance. La méfiance raisonnable de quelqu'un pour qui les choses gratuites ne le sont presque jamais. « Pourquoi » demanda-t-elle. C'était une question directe. Romain la respecta. « Parce que vous travaillez dans cette maison depuis 3 ans sans faute. Parce que ce que vous venez de décrire n'est pas un problème de travail, c'est un problème logistique qui ne devrait pas affecter votre performance. » Il fit une pause. Et parce que l'enfant a montré un oiseau qui n'était plus là, et ça lui a semblé la fin du monde. Et cela ne devrait pas être la responsabilité d'une dame de l'immeuble à 1 du matin. Pauline ne dit rien. Ses yeux brillèrent un instant, juste un instant, avant qu'elle ne reprenne cette expression de prudence, qui était clairement sa manière d'agir avec lui. « Merci », dit-elle finalement, et elle se dirigea vers la sortie de service. Romain retourna à son bureau, s'assit devant l'ordinateur et rouvrit les documents du jour, les chiffres, les projections, les certitudes claires du monde qu'il comprenait. Mais avant de refermer le tiroir de son bureau, il sortit la photo d'identité du dossier de Pauline. Il l'avait gardée là sans bien comprendre pourquoi, et la posa sur le bureau, face visible. Il ne la regardait pas, il la laissa simplement là. Ce fut Isabelle qui le lui dit 3 jours plus tard. Elle arriva au bureau en milieu d'après-midi, avec cette expression de quelqu'un qui apporte une information importante, enveloppée dans une préoccupation sincère. Elle s'assit en face de lui, croisa les mains sur son genou et dit « J'ai appris que tu avais donné une autorisation spéciale à la femme de ménage de nuit. À Pauline Dubois. Oui, Romain, cela crée un précédent avec le reste du personnel. Que le reste du personnel peut aussi le demander si la situation le justifie. Mais le fait est que tu t'impliques directement dans des décisions de ressources humaines que je... » Isabelle la regarda sans agressivité, mais avec la clarté avec laquelle il clôturait les discussions. « J'ai pris une décision opérationnelle. Je n'ai pas besoin d'explications supplémentaires. » Elle sourit. C'était un sourire contrôlé qui n'atteignait pas les yeux. Bien sûr, elle se leva, prit son dossier. Il me semble juste qu'il y a de meilleures façons de gérer ces choses sans s'impliquer personnellement. J'en prendrai note. Isabelle sortit. Romain fit tourner son stylo entre ses doigts. Cette nuit-là, lorsque Pauline passa dans le couloir en direction de la sortie à 015, Romain n'était pas dans son bureau, il était dans la cuisine de service, près de la sortie latérale, buvant un verre d'eau dont il n'avait pas vraiment besoin. Il l'entendit passer, ne sortit pas, mais il remarqua, sans savoir quoi en faire, que pour la première fois depuis longtemps, il était attentif à quelque chose qui n'avait rien à voir avec les affaires,
les chiffres, ni le poids mort de l'absence de Nathalie. Il était attentif à une femme de 26 ans qui portait son enfant endormi à 1 du matin et à de petits yeux sombres qu'il avait regardés du jardin de service sans aucune peur, sans que Romain ne sache encore pourquoi cela, de toutes les choses du monde, était ce qui l'empêchait de travailler. Isabelle intervient. Le mercredi matin, lorsque Romain arriva à la salle de réunion pour examiner les contrats du nouveau projet à la Défense, il trouva Isabelle déjà assise avec 2 dossiers sur la table et une expression qu'il reconnut immédiatement, celle de quelqu'un qui prépare quelque chose depuis longtemps. « J'ai besoin de te parler avant de commencer », dit-elle. « Parle. » Isabelle ouvrit le dossier du dessus. Elle en sortit 3 feuilles imprimées et les plaça devant lui. C'étaient des rapports de service. Romain les lut sans hâte. « Enregistrement de départ anticipé, dit-elle, 12 au cours des 2 derniers mois, la même employée. Je sais déjà, je lui ai donné la permission. La permission que tu as donnée n'est pas conforme au règlement interne. Quand les autres employés le sauront, et ils le sauront, nous aurons des demandes similaires de 8 autres personnes qui ont aussi des enfants ou des responsabilités familiales. Et nous ne pourrons pas toutes les approuver sans modifier le contrat collectif, ce qui est un processus de 3 mois minimum. Romain regarda les rapports. Certaines de ces 8 personnes ont un dossier impeccable depuis 3 ans, ce n'est pas la question. Pour moi, si. Isabelle s'inclina légèrement sur sa chaise, changea de ton, le baissa un peu, le rendit plus personnel. Romain attendit qu'il lève les yeux. « Je ne te connais pas d'hier. Je sais quand quelque chose te distrait. Et depuis 2 semaines, il y a quelque chose qui te distrait. » Il la regarda sans rien dire. « Je ne te le dis pas en tant que coordinatrice des ressources humaines, » continua-t-elle. « Je te le dis en tant que femme qui va t'épouser dans 4 mois. S'il y a quelque chose que tu dois savoir, je préfère que tu me le dises toi-même. » C'était une manœuvre intelligente. Romain reconnut l'intelligence de la manœuvre même en la rejetant. « Il n'y a rien que tu doives savoir. » dit-il. « Il y a une employée efficace qui a un enfant et une situation logistique compliquée, et j'ai pris une décision opérationnelle pour ne pas perdre de personnel qualifié. » Il ferma les rapports et les repoussa vers elle. « Si le règlement doit être mis à jour pour le formaliser, mets-le à jour. Tu as l'équipe juridique pour ça. » Isabelle prit les feuilles, hocha la tête, sourit. « Bien, je m'en occupe. » Mais en ramassant le dossier, elle dit une dernière chose à voix très basse, presque comme une pensée à voix haute. « J'espère que ce n'est pas une erreur dont nous ne pourrons pas revenir. » Romain ne répondit pas. Ce que Romain ne vit pas, c'est ce qui se passa cet après-midi-là. Isabelle appela Lucie Martin, la coordinatrice du service de nuit, à son bureau. Lucie était une femme de 40 ans qui travaillait depuis 6 ans à l'hôtel particulier et qui comprenait parfaitement comment fonctionnait la véritable hiérarchie de cet endroit, qui ne coïncidait pas toujours avec l'organigramme. « J'ai besoin que tu documentes chaque irrégularité de Pauline Dubois à partir de maintenant, » lui dit Isabelle. « Tout. Si elle arrive 2 minutes en retard, si une surface est restée non nettoyée, si elle utilise le téléphone pendant son service, tout. » Lucie la regarda. « Elle a des instructions de Monsieur Chevalier II. Elle a mes instructions et je coordonne ce département. » Lucie hocha la tête sans plus de questions. Ce qu'Isabelle ne lui dit pas, c'était la vraie raison. La vraie raison, quelque chose qu'Isabelle portait depuis plus d'1 an, quelque chose qu'elle avait payé pour enterrer et qui, depuis que Romain avait commencé à poser des questions sur Pauline Dubois, menaçait de refaire surface. Elle connaissait l'existence de l'enfant avant Romain. Elle l'avait su 8 mois auparavant lorsqu'elle avait examiné les dossiers de tout le personnel dans le cadre de son intégration à la coordination de l'hôtel particulier. Elle avait lu le nom Thomas Dubois, 2 ans, puis elle avait fait ce qu'elle faisait avec toute donnée qui pouvait représenter un risque. Elle l'avait évalué, l'avait pesé et avait décidé que tant que Pauline Dubois resterait discrète et à sa place, il n'y avait rien à craindre. Mais Romain était en train de cesser d'être indifférent et cela changeait tout. Pauline ne fut mise au courant des instructions d'Isabelle que 4 jours plus tard, lorsque Lucie l'appela à part au début du service et lui dit, avec un malaise visible, qu'elle avait reçu des ordres de documenter sa performance avec plus de détails que d'habitude. « Pourquoi ?» demanda Pauline. « On ne m'a pas donné de raison. » Pauline resta silencieuse. Il n'était pas difficile de comprendre d'où cela venait. En 8 mois, Isabelle Fontaine ne lui avait jamais adressé la parole directement, mais Pauline l'avait observée suffisamment pour savoir que cette femme ne laissait rien au hasard. Cette nuit-là, elle travailla avec plus de soin que jamais. Des surfaces qu'elle vérifiait normalement 1 fois, elle les vérifia 2 fois. Des zones qui ne lui incombaient pas, elle les nettoya quand même. Elle arriva 10 minutes avant la fin de son service au point de pointage. Bien que Thomas l'attendît déjà depuis 40 minutes à l'immeuble de la nounou et que la dame lui ait envoyé 2 messages sur son téléphone. Elle sortit à 015, marcha rapidement. Le froid de la nuit à Neuilly-sur-Seine était sec et coupant. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que cette nuit-là, Romain était de nouveau dans son bureau et qu'il l'entendit sortir, et que cette fois,
il alla bien à la fenêtre. Il la vit s'éloigner dans l'allée de service. Il la vit serrer son sac à dos contre sa poitrine et accélérer le pas vers l'arrêt de bus. Il la vit la nuit l'absorber au bout de la rue et resta là, debout près de la fenêtre, plus longtemps qu'il n'aurait pu le justifier. Le vendredi, Romain convoqua Isabelle à une brève réunion, non pas dans la salle de réunion, mais dans son bureau, son territoire, où les conversations avaient des règles différentes. « Je veux que tu annules les instructions que tu as données à Lucie Martin. » Isabelle ne cligna pas des yeux. « Comment l'as-tu su? Cela n'a pas d'importance. Je veux que tu les annules aujourd'hui, Romain. Je fais mon travail, s'il y a un problème de performance. » « Il n'y a pas de problème de performance. Ce qu'il y a, c'est un problème de jugement. » Il se leva, alla vers la fenêtre, puis se tourna vers elle. « Cet employé a mon soutien explicite. S'il y a une raison légitime de l'évaluer de manière extraordinaire, cette raison, tu me la présentes d'abord à moi. Tu n'agis pas de ta propre initiative. » Isabelle le regarda longuement. « Bien, j'annulerai les instructions cet après-midi. »« Merci. » Isabelle se leva, prit son dossier. À la porte, elle s'arrêta. « Puis-je te poser une question personnelle ? » « Tu peux la poser. Connais-tu Pauline Dubois d'avant ?» La question était directe, calculée pour provoquer une réaction. Romain la reconnut pour ce qu'elle était. « Non, dit-il. » Isabelle hocha la tête. « D'accord. » Elle sortit. Romain resta seul dans son bureau. Il fit tourner son stylo entre ses doigts pendant une longue minute. Il ne la connaissait pas d'avant, c'était vrai. Mais il y avait quelque chose qu'il connaissait et qu'il ne pouvait pas expliquer. Ce regard, celui de l'enfant dans le jardin, ses yeux sombres et tranquilles qu'il avait regardés sans peur, comme s'il le reconnaissait d'un endroit qu'aucun des deux ne pouvait encore se rappeler. Romain Chevalier n'était pas un homme d'intuition, c'était un homme de données, de preuves, de chaînes causales vérifiables. Mais cet après-midi-là, seul dans son bureau, il admit pour la première fois une chose que les données ne pouvaient pas lui expliquer. Il avait besoin de savoir qui était cet enfant, et il ne savait pas encore pourquoi ce besoin pesait si lourdement sur lui. Il se leva et alla vers la bibliothèque qui occupait tout le mur du fond. À la deuxième étagère, derrière des livres d'architecture qu'il n'ouvrait jamais, se trouvait un petit cadre photo qui était là depuis 2 ans parce qu'il n'avait pas pu le mettre en évidence et n'avait pas non plus été capable de le ranger dans une boîte. C'était une photo de Nathalie, quand ils avaient tous les deux 27 ans lors d'un voyage à Osaka qu'ils avaient fait avant de se marier. Elle riait vers l'appareil avec ce rire qui n'avait rien d'élégant et qui lui avait toujours semblé la plus belle chose du monde. Il la regarda un instant, pensa à quelque chose que Nathalie lui avait dit une fois à la fin. Quand les médecins parlaient déjà de probabilités et de temps estimés et de se préparer, elle lui avait dit avec un calme qui lui avait semblé impossible. « Ne reste pas seul, Romain. Non pas parce que je ne veux pas que tu sois seul, mais parce que tu ne sais pas l'être. » Il ne lui avait pas répondu. Il avait serré sa main et avait regardé par la fenêtre de l'hôpital pour qu'elle ne voie pas qu'il avait les yeux humides. Il remit le cadre photo derrière les livres d'architecture. Il retourna à son bureau. Il ouvrit le dossier de Pauline Dubois une fois de plus à la dernière page, où était écrit à la main le nom de l'enfant. Thomas D. Dubois, 2 ans. Il ferma le dossier. Il ne savait pas ce qu'il cherchait. Mais pour la première fois depuis la mort de Nathalie, il eut l'étrange et inconfortable sensation que quelque chose était sur le point d'arriver, quelque chose qu'il n'avait pas planifié, pas calculé et qu'il ne pouvait pas contrôler. Et cette sensation qui, dans tout autre contexte, l'aurait immédiatement repoussé, cette nuit-là ne le dérangea pas autant qu'elle aurait dû. Le voyage à Villefranche-sur-Seine fut un jeudi après-midi lorsque le téléphone de Pauline sonna à l'intérieur de l'hôtel particulier. Romain n'était pas là. Il était à l'étage, révisant des plans avec l'architecte du projet de la Défense. Mais Lucie Martin était là, et elle le raconta à la mauvaise personne, et cette personne le raconta à Isabelle. Et c'est ainsi que l'information voyagea de bouche à oreille dans les couloirs où le véritable pouvoir d'une grande maison circule toujours. Ce que Pauline reçut fut un appel de 3 minutes qui la laissa le visage blême. C'était son frère cadet, Gérard, qui vivait près de Villefranche. Il lui dit que leur mère avait fait une chute ce matin-là, que la voisine l'avait trouvée sur le sol de la cuisine presque 1 heure après, qu'elle était déjà au centre de santé municipal, que rien n'était cassé, mais qu'elle était très faible, et demandait Pauline. « À quel point faible ?» demanda Pauline. « Elle ne mange pas bien depuis des semaines, et elle est parfois confuse. Hier, elle ne m'a pas reconnu un instant. » Pauline ferma les yeux. « J'y vais dès que je sors. Le médecin dit que si tu pouvais venir aujourd'hui, ce serait mieux. » Elle regarda l'horloge. Il restait 4 heures avant la fin de son service. 4 heures qu'elle n'avait pas. Elle parla à Lucie, qui lui dit qu'elle avait besoin d'une autorisation de coordination pour partir plus tôt. Lucie appela le bureau d'Isabelle. La réponse tarda 20 minutes à arriver, ce qui, pour Pauline, fut 20 minutes debout près de son casier, manteau mis et sac à dos à la main, regardant le téléphone. La réponse fut non.
Isabelle avait dit qu'il n'y avait pas de personnel disponible pour couvrir le service avec si peu de préavis. Pauline s'assit sur le banc du vestiaire de service. Elle respira lentement. Elle se dit que sa mère était stable, que ce n'était pas une urgence, qu'elle pouvait attendre 4 heures. Elle se le dit 3 fois. Cela ne fonctionna pas. Elle alla au bureau, frappa à la porte. Romain leva les yeux des plans. Pardon d'interrompre. Sa voix était ferme, mais il remarqua le manque de couleur sur son visage. J'ai une urgence familiale. Ma mère a fait une chute et elle est au centre de santé de Villefranche-sur-Seine. J'ai demandé l'autorisation de partir à la coordination et ils m'ont dit qu'il n'y avait pas de remplacement. Je viens vous la demander directement parce que je n'ai pas d'autre solution. Romain regarda l'architecte. Nous continuerons demain. L'architecte ramassa les plans sans dire un mot et sortit. Romain se tourna vers Pauline. Partez maintenant. Je m'occupe du service. Pauline hocha la tête. Elle fit demi-tour. Pauline, elle s'arrêta. Avez-vous un moyen de transport? Un autocar pour Villefranche depuis la gare de l'Est. Romain calcula. Gare de l'Est à Villefranche en autocar à 7 heures avec le trafic du jeudi après-midi, 1h30 minimum, peut être 2. Je vous y emmène. Pauline se tourna vers lui avec une expression mêlant soulagement et quelque chose s'apparentant à de la méfiance. Ce n'est pas nécessaire, monsieur. Je sais que ce n'est pas nécessaire. Voulez-vous arriver en 40 minutes ou en 2 heures? Elle ne répondit pas. Il prit les clés du tiroir et se dirigea vers la sortie. Ils prirent la voiture de Romain, la berline noire, sans chauffeur. Il conduisit. Pauline était sur le siège passager avec son sac à dos sur les genoux et les yeux rivés sur la fenêtre, comme quelqu'un qui essaye de ne pas prendre plus de place que strictement nécessaire. Ils quittèrent Neuilly-sur-Seine et prirent le périphérique vers l'est. Le trafic était dense, mais fluide. Romain conduisait sans parler. Pauline non plus. Après 15 minutes, ce fut elle qui rompit le silence. « Pourquoi venez-vous » ? « Parce que je connais le chemin. Et parce que vous serrez ce sac à dos depuis 10 minutes, comme si vous alliez aussi serrer votre angoisse. » Pauline baissa les yeux, lâcha lentement le sac à dos et le posa sur le siège arrière. « Ma mère a 74 ans, dit-elle. Elle vit seule depuis que mon père est mort. Je lui ai dit 1000 fois de venir vivre avec moi, mais elle ne veut pas. Elle dit qu'elle est née dans cette maison et qu'elle y mourra. » Romain ne dit rien. « Elle a raison, je suppose, » continua Pauline, presque pour elle-même. « C'est sa maison, elle a le droit. Comment s'appelle-t-elle? Solange. Une pause. On l'appelle Mère Solange au village. » Romain hocha la tête. Ils continuèrent en silence. Le périphérique céda la place à l'autoroute vers Villefranche, et la ville relâcha lentement sa densité. Les murs gris s'espacèrent, les arbres devinrent plus grands, le ciel plus large. « Et Thomas ?» demanda Romain. Pauline le regarda. « Ma voisine l'a récupéré quand j'ai appelé. Il est avec elle. » Bien. Un autre silence, mais c'était un silence différent du début, moins tendu, plus semblable à celui de 2 personnes qui apprennent à être dans le même espace, sans que cela soit un problème. « Vous connaissez Villefranche ?» demanda Pauline. « Je n'y suis jamais allé. C'est joli. C'était joli quand j'étais enfant, maintenant c'est plus gris, mais ma mère dit que c'est le même. » Ils arrivèrent au centre de santé municipal à 18. C'était un bâtiment aux murs beige, avec des chaises en plastique vert dans la salle d'attente et une odeur de désinfectant que Romain reconnut immédiatement. C'était la même odeur que tous les hôpitaux du monde, qui ne change pas avec le niveau socio-économique ni avec le pays. Pauline entra en courant. Romain resta dans la salle d'attente. Il y resta 40 minutes. Il lut 2 fois le même panneau sur la prévention de la dengue affiché au mur. Il but de l'eau dans un verre en plastique qu'une infirmière lui donna en souriant avec la pitié automatique réservée aux proches des patients. Il ne la corrigea pas. Quand Pauline sortit, elle avait les yeux humides, mais était sereine. Ça va, c'était la tension. Le médecin dit qu'elle a besoin de repos et d'ajuster sa médication. Elle expira. Merci de m'avoir amené. Elle peut rentrer chez elle ou elle reste internée? Elle rentre chez elle. Mon frère l'emmène tout à l'heure. Romain hocha la tête. Voulez-vous la voir? La question la prit par surprise. Ce n'est pas nécessaire. Voulez-vous? Répéta-t-il avec la même calme directe habituelle. Pauline hésita. C'était un doute à plusieurs niveaux, et Romain le remarqua, bien qu'il ne pût pas savoir lesquels. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée, dit-elle finalement. Bien, quand vous voudrez, nous partirons. Pauline alla dire au revoir à sa mère. Romain attendit près de la voiture. Il était 18h40. La lumière du soir à Villefranche-sur-Seine était orangée et horizontale. Le genre de lumière qui rend tout plus immobile qu'il n'y paraît. Au-dessus des toits bas de la commune, Romain pouvait voir les collines, et au-delà des collines, la tache grise de la ville qu'il avait laissée derrière lui. Il pensa à Nathalie. Il y pensait dans ces moments de quiétude qu'il ne cherchait pas, mais qui de temps en temps le trouvaient. Nathalie aurait dit que Villefranche était jolie. Elle serait descendue de voiture pour marcher un peu. Elle aurait pris une photo de cette lumière orangée. Elle aurait demandé le nom des collines. Romain ne sortit pas son téléphone.
Quand Pauline revint, ses yeux étaient secs, mais elle avait cette expression qu'il commençait à reconnaître, celle de quelqu'un qui a enfoui quelque chose très profondément pour pouvoir continuer à fonctionner. « Prête », dit-elle. Ils montèrent dans la voiture. Romain démarra. À mi-chemin du retour, Pauline s'endormit, non pas brusquement, mais lentement, la tête s'appuyant peu à peu contre la vitre. Romain le remarqua au changement de sa respiration. Il roula en silence le reste du chemin, plus prudemment qu'avant sur les ralentisseurs, comme si le bruit pouvait briser quelque chose. Il la laissa à l'arrêt le plus proche de son immeuble, là où elle lui avait indiqué. En sortant de la voiture, Pauline le regarda par la vitre entr'ouverte. « Merci », dit-elle. Ce n'était pas le merci poli d'une employée, c'était autre chose. « Prenez soin de vous », dit-il, et il démarra avant que la conversation ne devienne quelque chose que ni l'un ni l'autre ne savait encore gérer. Ce que Romain ne savait pas à ce moment-là, c'est qu'Isabelle l'avait fait suivre. Non pas directement, elle avait appelé Firmin, l'agent de sécurité du service de l'après-midi, et lui avait demandé, comme une faveur, de confirmer à quelle heure Romain était parti et avec qui. Firmin lui dit « Il est parti à 16h40 avec la femme de ménage de nuit, direction Haye ». Isabelle écouta en silence. Elle dit « Merci ». Elle raccrocha. Elle resta dans son bureau, le téléphone à la main, pendant un moment qu'elle ne sut pas mesurer. Puis elle composa un numéro qu'elle avait enregistré sous un nom qui n'était pas le vrai. Quand on répondit, elle dit 3 mots. J'ai besoin d'une faveur. Et la première pièce d'un jeu que Romain ne savait pas encore qu'il était en train de se jouer commença à bouger. La maison en pisait. Romain n'avait pas prévu de retourner à Villefranche-sur-Seine. Ce fut un mardi après-midi, 5 jours après le voyage avec Pauline au centre de santé. Il avait terminé, plus tôt que prévu, une réunion avec les banques concernant le financement du projet de la Défense et, au lieu de retourner à l'hôtel particulier, il prit l'autoroute vers l'est, sans avoir pris la décision consciemment, comme si la voiture connaissait le chemin et qu'il n'était qu'un observateur à l'intérieur. Il se dit qu'il allait vérifier que la zone était telle que Pauline l'avait décrite. Il se dit que c'était une curiosité professionnelle, qu'un homme d'affaires évalue toujours les contextes qu'il ne connaît pas. Il se dit plusieurs choses qui n'étaient pas complètement fausses, mais qui n'étaient pas non plus la vérité. La vérité était plus simple et plus inconfortable. Il ne pouvait s'empêcher de penser à cet endroit. Il avait cherché l'adresse dans les registres de l'hôtel particulier, où elle figurait comme domicile de référence familiale de Pauline. Rue des Tilleuls numéro 14, quartier du Progrès, Villefranche-sur-Seine. Une adresse simple dans une commune qu'il ne connaissait pas, dans une région qu'il avait traversée des centaines de fois par autoroute sans jamais s'arrêter. Il arriva après 10 sept. Le GPS le mena par des rues qui s'étrécissaient progressivement, comme si le village résistait à l'intrusion des grosses voitures et des costumes chers en se contractant. Les murs étaient bas, en parpaing gris sans finition, avec des pots de fleurs dessus. Les câbles électriques traversaient de poteau en poteau au-dessus de sa tête. Des chiens qui dormaient au soleil levaient la tête au passage de la voiture et se recouchaient sans urgence. Il se gara dans la rue en terre battue, devant un numéro qui correspondait à celui des registres. La maison était exactement comme Pauline l'avait décrite sans la décrire. Petite, en pisé et bois, avec un toit en tôle que le temps avait rouillé au coin. Un muret de pierre délimitait le devant avec un portail en métal que quelqu'un avait peint en vert à une époque lointaine. Dans le petit jardin, plus de terre que de jardin, il y avait un bougainvillier qui poussait sans que personne ne le taille, violet et exubérant, complètement étranger à la modestie de tout ce qui l'entourait. Romain resta dans la voiture. Il ne savait pas ce qu'il avait espéré. Peu, être confirmé que le lieu était ce qu'il imaginait. Peu, être que la réalité suffirait à clore quelque chose qui ne se fermait pas dans sa tête. Mais alors il vit la porte s'ouvrir. Pauline sortit dans le petit jardin, Thomas à la main. L'enfant portait un ballon en caoutchouc rouge et marchait avec cette instabilité caractéristique des enfants de 2 ans qui négocient encore avec la gravité. Pauline le lâcha et il alla directement vers le bougainvillier. Il s'arrêta devant lui et toucha les fleurs avec un sérieux qui laissait penser qu'il prenait une décision très importante. Romain ne bougea pas. Il les observa depuis la voiture pendant 1 minute, qui lui parut beaucoup plus longue. Pauline ne l'avait pas encore vue. Elle était dos à la rue, accroupie à côté de Thomas, lui disant quelque chose sur les fleurs. L'enfant montra quelque chose sur la plante. Elle hocha la tête. Il montra de nouveau. Elle hocha de nouveau la tête avec l'infinie patience de celle qui peut répéter la même chose 100 fois sans changer de ton. C'était une image si ordinaire et si complète en elle-même que Romain ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. La conscience aiguë de regarder quelque chose qui ne lui appartenait pas et qui, pourtant, l'attirait de l'intérieur, avec une force qu'il ne savait pas nommer. Alors Thomas tourna la tête, le vit. L'enfant le regarda depuis le jardin avec ses yeux sombres et calmes de toujours, sans surprise, sans peur, comme s'il attendait quelqu'un qui était enfin arrivé. Il leva la main lentement et la bougea. Un petit salut maladroit, complètement sérieux. Romain ne répondit pas immédiatement,
puis leva aussi la main. Pauline suivit la direction du regard de son fils et le vit. Elle se releva brusquement. Plusieurs choses se passèrent sur son visage en 2 secondes. Surprise, alarme, quelque chose s'apparentant à de la peur. Et puis ce masque de contenance qu'elle mettait toujours quand elle ne savait pas à quoi s'attendre. Romain descendit de la voiture. « Bonjour », dit-il depuis la rue. « Bonjour ». La voix de Pauline était prudente. « Je ne savais pas que vous veniez. »« Moi non plus », dit-il. Et c'était vrai. Il y eut un bref silence. Thomas continuait de le regarder depuis le jardin, le ballon rouge serré contre sa poitrine. « Ma mère se repose », dit Pauline. « Elle va mieux que la semaine dernière, mais le médecin lui a prescrit du repos l'après-midi. Je ne suis pas venu la déranger. » Romain regarda la maison, les murs empisés, le toit en tôle au coin rouillé. Il regarda le bougainvillier violet qui était trop vif pour ce petit patio. « Je suis venu voir comment vous alliez. » Pauline l'étudia. C'était le genre de regard qu'on lance quand on ne sait pas si l'on doit croire quelque chose, mais qu'on n'a pas non plus de raison de ne pas le croire. « Nous allons bien, » dit-elle. « Je suis content. » Un autre silence. Thomas se lassa d'attendre que quelqu'un fasse quelque chose d'intéressant et roula le ballon contre le mur de pierre qui le lui renvoya de travers, ce qui sembla beaucoup le satisfaire. Romain regarda l'enfant. Il y avait quelque chose dans la forme de ses yeux, quelque chose dans la manière dont son front se plissait quand il concentrait son attention sur quelque chose. Il n'aurait pas pu le décrire avec précision, mais il le sentait avec la même clarté que l'on ressent quand un chiffre ne correspond pas dans une colonne. Quelque chose ne correspond pas, quelque chose manque, quelque chose qui devrait être en place. Ce n'est pas encore arrivé. Quand retournez-vous en ville ? Demanda Pauline, interrompant son silence. Ce soir. Romain la regarda. Vous, demain matin. Mon service commence à 10. Bien. Il resta là un instant de plus, les pieds sur la terre de la rue, regardant cette petite maison, cette jeune femme et cet enfant qui faisait rouler son ballon rouge contre un mur de pierre à Villefranche-sur-Seine, et il ressentit quelque chose qu'il reconnut avec difficulté, car cela faisait longtemps qu'il ne l'avait pas ressenti. De l'envie, non pas de la mauvaise, du genre qui ne veut rien enlever à personne, mais du genre qui rappelle que des choses existent et que l'on ne les a pas encore. « Prenez soin de vous, dit-il. Vous aussi, » répondit Pauline, et cette fois, il n'y avait pas dans sa voix la distance formelle d'employé à patron, c'était autre chose, plus petit et plus honnête. Romain monta dans la voiture et démarra. Il ne regarda pas dans le rétroviseur, non pas qu'il ne le voulût pas, mais parce qu'il savait que s'il le faisait, il ne pourrait pas prétendre que ce voyage avait une autre raison que celle qu'il avait réellement. Cette nuit-là, dans le bureau de l'hôtel particulier vide, Romain fit quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis avant la mort de Nathalie. Il sortit la boîte de documents personnels qu'il gardait dans l'armoire du dressing. Pas celle des affaires, pas celle des propriétés. L'autre, celle qui contenait des choses qui n'appartenaient à aucune catégorie professionnelle. Il trouva ce qu'il cherchait au fond, un mince dossier avec le logo de la clinique privée où Nathalie avait été hospitalisée le dernier mois. À l'intérieur, il y avait des résultats d'examen, des indications médicales et 2 lettres signées par le docteur Étienne Moreau, le médecin de famille depuis 15 ans. Romain lut les lettres, il les avait déjà lues, à un autre moment quand la douleur était si vive que les mots n'avaient pas tout à fait pénétré. Cette fois, il les lut lentement, ligne par ligne. La 2e lettre contenait une phrase qu'il n'avait pas remarquée auparavant, une phrase technique enfouie parmi la terminologie médicale qui disait « Les procédures correspondantes ont été réalisées conformément aux instructions expresses de la patiente en présence du docteur Moreau et de Madame S, témoin désigné par la patiente. » Madame S.L. Romain lut la phrase 3 fois. S.L. Solange Lambert, le nom complet de la mère de Pauline. Il resta immobile, la lettre à la main. Dehors, la ville brillait comme toujours. Dedans, dans le bureau, quelque chose qui avait été suspendu pendant 2 ans commença à bouger très lentement, mais déjà en mouvement. La confrontation sur le seuil romain ne dormit pas cette nuit-là. Il resta dans son bureau jusqu'à 3 heures du matin, avec la lettre du docteur Moreau sur son bureau et la boîte de documents ouverte à ses côtés. Il lut tout ce qu'il y avait à l'intérieur. 2 fois, il chercha le nom de Solange Lambert sur chaque page, dans chaque note, dans chaque signature de témoin. Il trouva les initiales S.L. sur 3 documents différents, tous datant du dernier mois de vie de Nathalie, tous signés à l'hôpital. Ce que cela signifiait, il ne le savait pas encore avec certitude, mais il savait ce que cela signifiait que Nathalie, une femme qui avait grandi dans une famille de la haute bourgeoisie du 16e arrondissement de Paris, qui avait des amis de toujours, des proches, un mari, et choisi la mère de sa femme de ménage comme témoin pour des procédures médicales qu'elle n'avait communiquées à personne d'autre. Ce n'était pas un accident, c'était une décision. À 3h15, il éteignit la lumière du bureau, alla dans la chambre, s'allongea sur le lit sans se déshabiller, re-regarda le plafond pendant 40 minutes
et prit alors la seule décision qu'un homme comme lui pouvait prendre lorsque les données pointent dans une direction qu'il ne comprend pas encore tout à fait, aller chercher les données manquantes. Il quitta la ville à 6 heures du matin le mercredi, avant que Paris ne se réveille tout à fait. L'autoroute vers Villefranche était presque vide à cette heure, grise et humide à cause du brouillard matinal. Romain conduisit sans musique, les deux mains sur le volant et les pensées s'ordonnant seules, comme toujours lorsqu'il avait un problème qu'il ne pouvait déléguer. Il arriva à la rue des Tilleuls numéro 14. À Sepdix, la maison était toujours la même. Le bougainvillier violet dans le petit jardin, le portail vert, les murs en pisé, avec l'humidité du matin assombrissant les coins bas. Il se gara, resta dans la voiture un instant, puis descendit et marcha jusqu'au portail. Il frappa. Silence. Un chien dans la rue d'à côté aboyait sans conviction. Des oiseaux. Il frappa de nouveau. Il entendit des pas à l'intérieur, lents, prudents, le genre de pas qui donne le temps au corps de se préparer à ce qui va arriver. La porte en bois s'ouvrit avant qu'il n'arrive au portail. Sur le seuil apparut une femme d'environ 70 ans, et plus, mince, aux cheveux complètement blancs attachés en arrière. Elle portait une simple robe beige et une étoffe pliée sur les épaules. Son visage était couvert de rides qui n'étaient pas de tristesse, mais du genre que donne une vie vécue de front, sans se cacher de rien. Elle le regarda, et dans ce regard, Romain trouva quelque chose qu'il n'attendait pas. Pas de surprise, pas l'alarme raisonnable d'une dame âgée qui ouvre la porte à 7 heures du matin et trouve un inconnu, mais quelque chose de plus proche de la reconnaissance, comme si elle le voyait pour la première fois en personne, mais qu'elle attendait ce moment précis depuis longtemps. « Madame Lambert », dit Romain. Oui, sa voix était tranquille. Tranquille d'une manière qui n'était pas du calme, mais quelque chose de plus profond, la sérénité de celle qui n'a plus peur de ce qui peut arriver. « Vous êtes Romain ?» Ce n'était pas une question. Romain resta immobile un instant. Oui. Solange le regarda longuement, puis elle ouvrit le portail d'une main qui ne tremblait pas. « Enfin tu es là », dit-elle, et elle fit demi-tour vers l'intérieur de la maison, laissant la porte ouverte. La maison était petite et propre, et sentait le café fraîchement moulu et quelque chose que Romain ne sut identifier, mais qui était ancien et familier, comme l'odeur des maisons de grand-mère du monde entier, qui ne change pas avec le temps ni avec l'argent. Solange alla à la cuisine sans demander s'il voulait du café. Elle servit 2 tasses, posa le sucre sur la table, s'assit en face de lui. Romain s'assit. Ils se regardèrent. « Où est votre fille ?» demanda-t-il. « Pauline est partie tôt. Elle emmène Thomas chez la dame qui s'occupe de lui en ville. Ils reviennent dans 2 heures. Je ne suis pas venu lui parler. Je suis venu vous parler à vous. Je sais. » Solange prit sa tasse des 2 mains. « Pourquoi as-tu mis si longtemps ?» La question l'arrêta. « Je ne comprends pas. Bien sûr que non. Tu ne sais pas encore ce que je suis venu te raconter. » Une pause. « Mais tu tournes autour de cette histoire depuis des semaines sans que personne ne t'ait encore rien dit. Quelque chose t'a amené ici, et ce quelque chose n'est pas le fruit du hasard. » Romain posa la tasse sur la table. « J'ai trouvé votre nom dans les documents de l'hôpital. Dans les documents de mon épouse, Nathalie. » Solange hocha lentement la tête. « Quand elle a connu Nathalie, votre épouse m'a cherché. » La voix de Solange était prudente, du genre de prudence qu'on a avec quelque chose de fragile. « Elle est allée à l'hôpital où je faisais le ménage il y a 3 ans et demi. Elle a demandé mon nom. » Romain fronça les sourcils. « Vous travaillez à l'hôpital où Nathalie a été internée ?»« Dans un autre. Non, dans cet hôpital. Elle m'a cherché parce que quelqu'un lui avait dit qui j'étais. » Elle fit une pause. « Quelqu'un de l'hôpital où je travaillais avant. La clinique Saint-Martin. » Romain resta très immobile. La clinique Saint-Martin était l'endroit où Nathalie et lui avait reçu les résultats des études de fertilité il y a presque 4 ans. « Que vous a dit Nathalie quand elle vous a cherché ?» Solange baissa les yeux vers sa tasse. Elle la tint des 2 mains un instant, comme si elle cherchait la bonne façon de commencer quelque chose qui n'a pas de mauvaise façon de commencer, seulement des façons plus ou moins douloureuses. Elle m'a dit qu'elle était malade. Elle a finalement dit que les médecins lui avaient donné peu de temps, qu'elle avait peur de mourir sans laisser à son mari ce qu'elle avait le plus voulu lui donner dans la vie. Romain sentit quelque chose de froid se mouvoir dans sa poitrine. Qu'elle avait peur, continua Solange d'une voix toujours tranquille, que si elle te disait la vérité, tu ne l'accepterais pas, qu'elle te connaissait bien, et savait que tu allais dire que tu n'avais besoin de rien, que tu pouvais te débrouiller seul, que c'était bien, et qu'elle ne voulait pas que tu dises cela. « Quelle vérité ?» demanda Romain, bien qu'il le sût déjà. Il le savait déjà depuis cette nuit-là devant les documents, depuis le jardin avec le bougainvillier, depuis la première fois qu'il avait vu les yeux de l'enfant dans le jardin de service. Solange le regarda. « Thomas est ton fils, Romain. » Le silence qui suivit ne fut pas un silence vide. Ce fut le genre de silence qui occupe l'espace, qui pèse, qui change la température d'une pièce. Romain ne parla pas pendant un temps qu'il ne sut mesurer. « Ce n'est pas possible, » dit-il. Sa voix sonna étrange, comme venue de très loin. Les études disaient qu'il n'y avait pas d'empêchement,
mais que c'était une question de temps. Jamais. Les études de Nathalie étaient différentes des tiennes. La voix de Solange devint plus douce, non pas pour le protéger, mais parce que ce qui venait était délicat. Elle ne te l'a pas dit, elle t'a dit la même chose qu'à toi, que c'était une question de temps. Mais les médecins lui ont dit en privé que les probabilités étaient très faibles, qu'elle pouvait tomber enceinte, mais qu'étant donné l'état de sa santé générale, mener une grossesse à terme allait être très difficile et très risqué pour elle. Pourquoi ne me l'a-t-elle pas dit? Parce qu'elle te connaissait, parce qu'elle savait que si elle te le disait, tu allais lui dire que cela n'avait pas d'importance, qu'il n'avait pas besoin d'enfant, qu'avec elle c'était suffisant, et elle ne voulait pas te priver de cette possibilité. Solange posa la tasse sur la table. Alors elle a attendu, et quand elle a su qu'elle était vraiment malade et que le temps s'épuisait, elle a pris une décision sans demander la permission à personne. « Comment » demanda Romain. « Un seul mot. Il y a des procédures, des médecins qui les pratiquent dans des cliniques privées. Le docteur Moreau l'a aidée. J'ai été témoin parce qu'elle me l'a demandé. » Solange le regarda droit dans les yeux. Nathalie a laissé du matériel génétique conservé avant que son état ne s'aggrave trop. Elle a trouvé une jeune femme, en bonne santé, qui avait besoin d'argent et qui était une bonne personne. Quelqu'un qui n'allait pas disparaître, quelqu'un dont je pourrais être proche pour savoir que l'enfant irait bien. Romain écouta la suite sans bouger. Ma fille ne savait pas qui était le père. On ne le lui a pas dit. On lui a dit que c'était un donneur anonyme. On lui a payé ce qui était convenu. Et quand Thomas est né, Pauline l'aimait déjà comme si c'était le sien. Parce que c'était le sien. C'est le sien. Et vous saviez? J'ai tout su depuis le début. Nathalie m'a tout raconté. Une longue pause. Elle m'a demandé de veiller sur l'enfant de loin, de m'assurer que Pauline trouverait du travail dans un endroit sûr et que quand le bon moment viendrait, je te dirais la vérité. Et Pauline, sait-elle quelque chose? Non, Pauline ne sait rien de toi, ni de Nathalie. Pour elle, Thomas est son fils et le père était un donneur anonyme. C'est tout ce qu'elle sait. Romain se leva de sa chaise, alla vers la petite fenêtre qui donnait sur le jardin. Le bougainvillier violet était là, exubérant et indifférent, le même jardin où Thomas avait fait rouler son ballon rouge la veille. Son fils, 2 ans, cheveux noirs, yeux sombres qui regardaient sans peur. « Pourquoi à l'hôtel particulier » demanda-t-il sans se retourner. « Pourquoi Pauline a-t-elle fini par travailler là » Bah, Nathalie l'a arrangé avant de mourir. Elle a parlé aux responsables des ressources humaines. Elle a donné des références. Elle s'est assurée que Pauline ait ce travail quand l'enfant naîtrait. La voix de Solange se brisa à peine, juste un instant. Elle voulait que tu la connaisses. Elle voulait que tu connaisses l'enfant selon ses propres termes, en son propre temps, sans que personne ne t'y oblige. Romain continua de regarder le bougainvillier. Et si je n'avais jamais posé de questions, si j'étais resté indifférent, alors j'aurais attendu plus longtemps. Nathalie m'a dit que si 3 ans passaient et que rien n'avait changé, je devais te chercher directement. Une pause. Mais ce ne fut pas nécessaire. Tu as passé des semaines à te diriger seul vers cette histoire. Quelque chose en toi le savait déjà. Romain se tourna vers elle. Solange le regarda avec ses yeux qui n'avaient peur de rien, qui avaient porté ce secret pendant plus de 2 ans avec la même calme que les murs en pisé de cette maison portaient le poids du toit. Romain ne dit rien pendant un long moment, puis demanda d'une voix beaucoup plus petite que n'importe quelle voix qu'il utilisait normalement. « Avez-vous d'autres choses de Nathalie » Solange hocha la tête. « Oui, des lettres, des documents médicaux et un enregistrement vocal qu'elle m'a demandé de te remettre quand tu serais prêt à l'écouter. » Romain ferma les yeux une seconde. Dehors, dans la rue en terre battue de Villefranche-sur-Seine, un chien aboya une fois et se tut. Dedans, dans cette petite cuisine qui sentait le café et le temps, 2 personnes assises face à face commençaient à défaire le nœud le plus compliqué que Nathalie Chevalier avait noué avec amour avant de partir. Ce que Solange sait, Solange se leva de table sans se presser. Elle alla dans la chambre du fond avec cette démarche de personne qui n'a plus de hâte, car elle a appris depuis longtemps que les choses importantes ne se gagnent pas en courant. Mais en attendant, Romain entendit le grincement d'un tiroir, puis le silence, puis des pas de retour. Elle revint avec une boîte en carton de la taille d'une boîte à chaussures, sans ornement, avec le nom Nathalie écrit à la main au marqueur noir sur le couvercle. Elle la posa sur la table devant Romain et s'assit. « Tout est ici, dit-elle. Elle me l'a laissé le dernier mois. Elle m'a dit que le moment venu, je devais la remettre à qui de droit. » Romain regarda la boîte sans la toucher. « Le docteur Moreau est-il au courant ?» Le docteur Moreau connaît une partie de l'histoire. Il sait ce qu'il a fait. Il sait que j'ai été témoin. Ce qu'il ne sait pas, c'est où se trouve cette boîte, ni que l'enregistrement existe. Et Pauline ne sait rien. Solange le regarda avec une ferme tranquillité. Et avant que tu n'ouvres ça, il faut que tu comprennes quelque chose. Romain attendit. Ma fille a porté cette grossesse seule. Elle l'a portée avec peur, avec des doutes, sans savoir qui était le père,
parce que c'est ce qui avait été convenu. Elle l'a porté en croyant que c'était une décision qu'elle avait prise librement par besoin économique et qui n'affectait personne d'autre. Elle fit une pause. Quand Thomas est né, Pauline ne l'a pas regardé comme le résultat d'un accord. Elle l'a regardé comme son fils. Et depuis ce jour, elle a sacrifié des choses que vous ne pouvez pas imaginer pour l'élever comme il le mérite. « Je sais », dit Romain. « Vous ne savez pas encore. » La voix de Solange n'était pas dure, elle était précise. Vous le saurez quand vous la connaîtrez vraiment, mais ce que vous devez savoir maintenant, c'est ceci. Ce qu'il y a dans cette boîte change votre vie et change aussi la sienne. Et quand cela arrivera, Pauline aura besoin que vous soyez le genre d'homme que Nathalie pensait que vous étiez. Car si Nathalie a fait confiance à ce plan, c'est parce qu'elle vous connaissait et parce qu'elle a parié que vous seriez à la hauteur. Romain la regarda. « Croyez-vous que je le suis ?» Solange l'étudia un instant avec ce regard des anciens qui ont vu suffisamment de gens pour lire ce qu'il y a sous ce qui est montré. « Je crois que tu cherches depuis des semaines quelque chose que tu ne savais pas être à toi, et que quand tu l'as trouvé, tu n'es pas parti. Cela dit quelque chose. » Romain baissa les yeux vers la boîte, l'ouvrit. À l'intérieur, il y avait 3 choses. Une enveloppe Kraft avec des documents pliés, un petit carnet à couverture rigide bleue, avec les pages remplies d'une écriture serrée, et un vieux téléphone portable, de ceux qui ne sont plus fabriqués, avec l'écran rayé et la batterie chargée par un chargeur qui dépassait du côté de la boîte. « Les lettres d'abord », dit Solange. L'enregistrement à la fin. Romain prit l'enveloppe Kraft, l'ouvrit lentement. À l'intérieur, il y avait 4 documents. Le premier était un consentement médical signé par Nathalie et le docteur Moreau, daté de 3 ans et demi auparavant, qui décrivait en termes cliniques précis la procédure de conservation et l'accord de maternité de substitution. Le second était un contrat privé entre Nathalie et une personne identifiée seulement comme PD, avec l'accord financier, les termes d'anonymat et une clause que Romain lut 2 fois. La partie PD déclare ne pas avoir d'intérêt à connaître l'identité du donneur biologique paternel et renonce volontairement à toute réclamation future concernant ladite identité, le mineur résultant de cet accord étant reconnu exclusivement comme le fils de PD. PD. Pauline Dubois-Lambert. Le 3e document était l'acte de naissance de Thomas Romain Dubois, avec le nom complet que Romain voyait pour la première fois, Thomas Romain. Nathalie lui avait donné son nom sans le dire à personne, sans que Pauline sache d'où venait ce 2e prénom, car le contrat ne comportait que des initiales et jamais un nom complet. Romain tint l'acte pendant un temps qu'il ne sut mesurer. « Elle a choisi le nom, dit-il. Ce n'était pas une question. Elle l'a demandé comme condition, dit Solange, avant de signer quoi que ce soit. Le 2e prénom devait être celui-là. Romain laissa l'acte sur la table avec beaucoup de soin, comme si c'était quelque chose qui pouvait se briser. Le 4e document était une lettre écrite à la main, dans l'écriture de Nathalie qu'il reconnut immédiatement, bien qu'il ne l'ait pas vue depuis 2 ans. Une écriture penchée avec les i sans point et les g qui dépassaient trop, qui lui avait toujours semblé l'écriture la plus caractéristique du monde, car il était impossible de la confondre avec une autre. La lettre avait 2 pages. Romain les lut en silence. Solange ne l'interrompit pas. Elle se leva à un moment donné, alla à la cuisine, revint avec les tasses remplies. Elle le trouva toujours en train de lire. Elle s'assit et attendit. Quand Romain eut fini, il plia soigneusement les feuilles, les remit dans l'enveloppe et la referma. Puis il resta les coudes sur la table et la tête entre les mains pendant un moment que Solange respecta en silence. « Ça va » demanda-t-elle finalement. « Non », dit-il avec une honnêteté qu'il n'utilisait presque jamais. « Mais ça ira. » Solange hocha la tête. « Voulez-vous lire le carnet ?»« Non, pas aujourd'hui. » Romain leva la tête. « Aujourd'hui, je ne peux pas en supporter plus. »« C'est bien. Le carnet n'est pas pressé. » Solange glissa le vieux téléphone vers lui. L'enregistrement. Romain regarda le téléphone. Il y avait une seule note vocale, enregistrée dans l'application. 5 minutes et 42 secondes. Enregistrée il y a 3 ans, 5 semaines avant la mort de Nathalie. Romain posa le téléphone sur la table. Il ne le prit pas encore. « Vous l'avez déjà écouté ?»« Oui. Nathalie m'a demandé de l'écouter pour que je puisse te préparer quand le moment viendrait. » « Que dit-elle » Solange croisa les mains sur la table. « Elle te parle. Elle t'explique pourquoi elle a pris la décision qu'elle a prise. Elle te demande des choses, une pause, et elle te dit quelque chose sur Pauline que tu dois entendre de sa voix, pas de la mienne. » Romain prit le téléphone, appuya sur « Play » et la voix de Nathalie remplit la petite cuisine de Villefranche-sur-Seine, comme si le temps n'avait pas passé, et qu'elle était assise sur la chaise d'en face, les mains sur la table et les yeux clairs, le regardant avec ce mélange d'amour et d'entêtement qui avait défini chaque conversation importante qu'ils avaient eue en 12 ans ensemble. Romain ne parla pas pendant les 5 minutes et 42 secondes que dura l'enregistrement. Solange non plus. Quand ce fut fini, le téléphone se tut et dans la cuisine on n'entendait plus que le vent dehors et, très loin,
le chien de la rue aboyant à quelque chose qui n'avait pas de nom. Romain avait les yeux humides. Il ne pleura pas. Oh si, il pleura, mais de la manière dont pleurent les hommes qui ont appris très tôt que pleurer était une faiblesse. C'est, à dire, presque en silence et sans bouger, les larmes traçant leur chemin seules, sans que le corps ne les accompagne. Solange lui posa une main sur le bras, une main vieille aux veines marquées, qui pesait très peu, et qui pourtant était la chose la plus solide que Romain avait sentie depuis longtemps. « Voilà, dit-elle, rien de plus, et ce fut suffisant. » Pauline arriva 2 heures plus tard. Elle entra par le portail, Thomas à la main, et son sac à dos sur l'épaule, avec cette hâte habituelle de celle qui a toujours trop de choses à faire. Elle s'arrêta net en voyant la voiture noire garée devant la maison. Puis elle leva les yeux et, à travers la fenêtre de la cuisine, vit la silhouette de Romain assis à table en face de sa mère. Elle entra lentement. Que se passe-t-il? Sa voix n'était pas hostile, c'était la voix de quelqu'un qui voit une scène qu'il ne comprend pas et qui sent, dans un endroit qu'il ne peut pas encore nommer, que cette scène le concerne d'une manière qu'il ne connaît pas encore. Solange la regarda. « Assieds-toi, mon amour. »« Maman, que se passe-t-il ?»« Assieds-toi. » Thomas lâcha la main de sa mère et alla directement vers Romain. Il se tint devant lui, le regarda avec ce sérieux de ses 2 ans, puis grimpa sur le banc en bois à côté de la chaise sans demander la permission. Il s'y assit à ses côtés, comme si c'était sa place naturelle dans le monde. Romain le regarda, l'enfant le regarda en retour. Pauline vit cela, et quelque chose bougea sur son visage, quelque chose qui n'était pas encore de la compréhension, mais qui en était l'antichambre. Thomas ne faisait jamais ça avec des inconnus. Jamais. C'était un enfant prudent avec les personnes qu'il ne connaissait pas, qui mettait du temps à s'approcher, qui avait besoin de temps. Mais avec cet homme, il s'était assis à côté comme s'il le connaissait depuis toujours. Pauline s'assit en face de sa mère. « Raconte-moi, » dit-elle. Et Solange commença à parler. L'enregistrement Solange parla pendant 20 minutes. Elle raconta tout dans le bon ordre, sans sauter de partie, sans adoucir ce qui ne pouvait l'être. Elle parla de Nathalie, de la maladie, de la décision qu'elle avait prise en silence. Elle parla de la procédure, du contrat, de l'accord d'anonymat. Elle parla de pourquoi elle avait accepté d'être témoin et de ce que Nathalie lui avait demandé de faire ensuite. Pauline ne l'interrompit pas une seule fois. Elle écouta, les mains à plat sur la table et les yeux fixés sur sa mère, avec une expression qui changeait si lentement qu'il était difficile d'en suivre la trace. D'abord ce fut la confusion, puis quelque chose d'apparenté à l'incrédulité, puis une quiétude qui n'était pas du calme, mais l'état dans lequel le corps se met quand il reçoit trop d'informations à la fois et a besoin d'un moment pour les traiter avant de réagir. Thomas, indifférent à tout, avait trouvé une cuillère en bois quelque part dans la cuisine et la tapait doucement contre le bord de la table. Romain la lui retira, avec douceur. L'enfant le regarda, évalua si cela valait la peine de protester, décida que non et se mit à examiner les doigts de Romain avec le même sérieux scientifique qu'il avait examiné le bougainvillier la veille. Quand Solange eut fini, le silence dans la cuisine était de ceux qui pèsent. Pauline regarda Romain. Il la regarda. « C'est vrai ?» demanda-t-elle, et sa voix sonna étrange, comme venant d'un endroit plus profond que d'habitude. « Oui » dit Romain. « Vous saviez? Je l'ai su ce matin ici avec ce que votre mère m'a montré. » Pauline hocha très lentement la tête, baissa les yeux vers ses mains sur la table, puis les leva vers Thomas, qui était toujours assis à côté de Romain, examinant ses doigts avec une concentration absolue. « Thomas » dit-elle d'une voix qui essayait d'être normale et n'y parvenait pas tout à fait. L'enfant leva les yeux. « Viens ici. » Thomas descendit du banc et alla vers sa mère. Pauline le prit dans ses bras et le serra contre sa poitrine. Les bras fermés, le visage enfoui dans les cheveux noirs de l'enfant, et ferma les yeux pendant un long moment. Romain regarda par la fenêtre. Solange regarda ses mains. Quand Pauline releva la tête, elle avait les yeux brillants mais secs. Elle posa Thomas au sol. L'enfant retourna vers la cuillère que Romain avait laissée sur le bord de la table. « Pourquoi ne m'ont-ils pas dit qui était le père ?» demanda Pauline en regardant sa mère. « Parce que c'est ce que nous avons convenu avec Nathalie. L'anonymat était pour te protéger, pour que tu puisses élever Thomas sans que cela soit un fardeau, sans qu'il y ait quelqu'un à qui tu devais quelque chose ou dont tu devais te méfier. Et maintenant ?» Solange ne répondit pas immédiatement. Romain le fit. « Maintenant, vous ne devez rien à personne, » dit-il. « Ce qui s'est passé était un accord entre votre mère et mon épouse. Vous avez rempli votre part, plus que l'avoir rempli. Une pause. Ce qui se passera à partir de maintenant n'a rien à voir avec cet accord. » Pauline le regarda un instant. « Que voulez-vous qu'il se passe ?» C'était la question la plus directe et la plus difficile à la fois. Romain la soutint sans l'esquiver. « Je veux connaître mon fils, » dit-il. « Je ne sais pas comment ni dans quelles conditions. Je n'exigerai rien ni ne ferai pression sur rien, mais je veux le connaître. » Il regarda Thomas,
qui à ce moment-là avait réussi à récupérer la cuillère et la regardait avec satisfaction. « Et je veux que vous sachiez que ce que Nathalie a fait, elle l'a fait parce qu'elle avait confiance en vous, pas en n'importe qui. En vous. » Pauline ne dit rien pendant un long moment. « J'ai besoin de temps, dit-elle finalement. Vous en avez. Et j'ai besoin d'écouter l'enregistrement. » Romain prit le vieux téléphone de la table et le posa devant elle. Pauline écouta l'enregistrement seule dans la chambre de Solange. Romain et Solange restèrent dans la cuisine. Il but du café froid, sans se rendre compte qu'il était froid. Solange tricotait quelque chose de petit avec ses mains, sans hâte, avec le genre de concentration qui est en réalité une façon de laisser de l'espace au silence pour qu'il fasse son travail. 20 minutes passèrent. Quand Pauline sortit de la pièce, elle avait le visage mouillé et les yeux rouges et marchait comme quelqu'un qui vient de traverser quelque chose de lourd et ne sait pas encore bien comment il se trouve de l'autre côté. Elle posa le téléphone sur la table, s'assit. Romain ne dit rien, Solange non plus. Thomas alla vers sa mère et lui posa la main sur le genou, ce qui était sa manière de demander si elle allait bien. Pauline posa sa main sur la sienne. « C'était une bonne personne », dit Pauline finalement. Ce n'était ni une question ni un jugement. C'était la simple constatation de quelqu'un qui vient de rencontrer une personne à travers sa voix et qui est arrivé à cette conclusion sans que personne ne le lui dise. « Oui », dit Romain. « Elle me parle dans l'enregistrement, elle m'appelle par mon nom. » Pauline le regarda. « Je ne m'attendais pas à ça. Moi non plus, je ne m'attendais pas à grand-chose ce matin. » Pauline expira, regarda sa mère. « Pourquoi avez-vous attendu si longtemps ?»« Parce qu'elle me l'a demandé, » dit Solange. « Elle a dit qu'il fallait attendre que le moment soit le bon, que si on forçait trop tôt, ça pourrait mal tourner pour tout le monde. Et maintenant c'est le bon moment ? Je crois que le moment s'est construit de lui-même, » dit Solange avec cette sagesse de personne qui a appris que tout ne peut pas être planifié. Il a commencé à poser des questions. « Tu as commencé à faire un peu plus confiance. Et moi, je me fais vieille, Pauline. Je ne voulais pas partir sans avoir fait ce qu'on m'avait demandé de faire. » Pauline la regarda. « Tu ne vas nulle part. Nous allons tous quelque part. La différence est de savoir si nous laissons les choses en ordre. » Romain écouta cela, et quelque chose dans sa poitrine se serra d'une manière qu'il reconnut. C'était le même poids qu'il avait ressenti à l'hôpital la nuit où Nathalie était morte. Ce poids spécifique de comprendre que le temps ne se négocie pas, et qu'il y a des choses qui ne peuvent pas être repoussées indéfiniment. « Madame Solange, dit-il, puis-je prendre les documents ? Ils sont à vous. Nathalie me les a laissés pour que je vous les donne. Et le carnet ? Le carnet, je vous le laisserai quand vous en aurez besoin. » Solange le regarda. « Il y a encore des choses que vous devez faire avant d'être prêt à le lire entièrement. » Romain ne demanda pas quelle chose. Quelque chose lui dit qu'il le saurait. Il quitta la maison de Villefranche-sur-Seine à midi. Avant de monter dans la voiture, Thomas courut derrière lui jusqu'au portail. Romain s'accroupit à sa hauteur. L'enfant le regarda avec ses yeux qui n'avaient pas de filtre, qui regardaient les choses telles qu'elles sont, sans le revêtement que les adultes ajoutent au fil des ans à tout ce qu'ils voient. « Au revoir », dit Thomas avec son air encore imparfait, ce qui faisait que ça sonnait comme « Au revoir », dit Romain. L'enfant leva la main. Romain leva la sienne. Le même geste que la première fois devant le jardin que ni l'un ni l'autre n'avaient oublié, même si aucun ne le disait. Romain monta dans la voiture, démarra. Cette fois, il regarda bien dans le rétroviseur. Thomas était toujours près du portail, la cuillère en bois à la main, regardant la voiture s'éloigner avec ce sérieux qui était en réalité autre chose. C'était de l'affection. L'affection de 2 ans qui ne sait pas encore se nommer, mais qui reconnaît les personnes importantes avec une précision que les adultes perdent avec le temps. Romain conduisit en silence pendant une demi-heure, puis sortit son téléphone en main libre et appela le docteur Étienne Moreau. Le médecin répondit au 3e signal. « Romain, quelle surprise! Comment allez-vous? J'ai besoin que nous nous voyions aujourd'hui, cet après-midi. » La voix de Romain était celle des décisions importantes, sans chaleur ni froideur, juste de la direction. « C'est urgent et c'est personnel. Une pause de l'autre côté. »« Bien sûr, à 16h à mon cabinet, j'y serai. » Il raccrocha. Il continua de conduire, l'autoroute s'ouvrait droite vers l'ouest, et la ville réapparaissait à l'horizon comme toujours, immense, grise, pleine de gens qui ne savaient pas ce qu'ils venaient de savoir. Sur le siège passager, la boîte en carton avec le nom Nathalie écrit au marqueur noir voyageait en silence. Romain posa une main dessus, comme celui qui affirme quelque chose qui n'a pas besoin d'être dit à voix haute, et continua de rouler vers la ville, où il y avait encore des choses à résoudre, où Isabelle attendait sans savoir que le terrain sous ses pieds avait complètement changé ce matin-là, où le docteur Moreau devrait regarder dans les yeux l'homme dont l'épouse l'avait aidé à garder un secret pendant 3 ans, ou dans un grand et silencieux hôtel particulier de Neuilly-sur-Seine, un bureau avec une fenêtre sur l'allée de service allait bientôt être un endroit très différent de ce qu'il avait été jusqu'à présent. Isabelle confrontée. Le cabinet du docteur Étienne Moreau se trouvait à La Défense,
dans un immeuble qui sent l'argent ancien et les décisions prises à voix basse. Romain arriva à 6 heures précises. Le médecin l'attendait debout près de son bureau avec cette posture d'homme qui sait que la conversation à venir ne sera pas confortable. Il avait 58 ans, les cheveux gris peignés en arrière, des mains de chirurgien qui, au repos, semblaient toujours sur le point de faire quelque chose. Il était le médecin de la famille Chevalier depuis 15 ans. Il avait été présent la nuit où Nathalie est morte. Ils se serrèrent la main, s'assirent. Romain posa la boîte en carton sur le bureau. Le docteur Moreau la regarda. Il reconnut l'écriture sur le couvercle. Quelque chose bougea sur son visage. « Vous êtes allé à Villefranche-sur-Seine », dit-il. « Ce matin, Solange vous a tout raconté, tout ce qu'elle savait. Ce qui me manque, c'est ce que vous allez me dire maintenant. » Le médecin expira. Il s'appuya contre sa chaise, avec le poids de quelqu'un qui porte depuis longtemps quelque chose qui ne pèse plus comme au début, mais qui n'a pas non plus disparu. « Nathalie me l'a demandé comme une faveur personnelle, » dit-il. « Après 15 ans, je n'ai pas pu lui dire non. » Une pause. « Et parce que je croyais qu'elle avait raison, que si je vous le disais, vous vous fermeriez, que vous deviez le découvrir seul. Vous avez facilité la procédure. Je l'ai coordonné, la clinique, l'accord, les documents. Je me suis assuré que ce soit légal et que Pauline Dubois soit protégée. Et quand Nathalie est morte, pourquoi ne m'avez-vous rien dit ?» Le docteur Moreau le regarda. « Parce qu'elle me l'a expressément interdit. Elle a dit que si je vous le disais, vous le recevriez comme une information médicale et vous le traiteriez comme une information médicale, froide, ordonnée, contrôlée, et que ce n'était pas ce dont l'enfant avait besoin. Il fallait que vous arriviez à lui quand vous l'auriez déjà ressenti, pas quand quelqu'un vous l'aurait expliqué. » Romain ne répondit pas car il savait, avec l'honnêteté inconfortable de bien se connaître, que Nathalie avait eu raison. « Isabelle, sait-elle quelque chose de tout ça ?» demanda-t-il. Le médecin hésita. Juste une seconde, mais Romain le lut. Moreau. « Isabelle Fontaine m'a contacté il y a 8 mois, peu après qu'elle ait commencé à travailler à la coordination de votre maison. » Le médecin croisa les mains sur le bureau. Elle m'a dit qu'elle avait trouvé dans les registres du personnel une coïncidence de date qui lui semblait étrange. L'arrivée de Pauline Dubois, l'âge de l'enfant, le 2e prénom dans l'acte de naissance. Romain resta très immobile. Que voulait-elle? Confirmation. Elle voulait savoir si l'enfant avait une relation biologique avec vous. Le médecin baissa les yeux. Je ne lui ai pas donné d'informations cliniques. Je ne pouvais pas, mais je ne les ai pas non plus niées avec suffisamment de conviction, et elle est intelligente, ce que je n'ai pas dit a suffi. Donc Isabelle est au courant. Elle le soupçonne avec suffisamment de certitude pour l'avoir utilisé comme levier. Elle m'a demandé que si vous posiez un jour des questions, je vous dise que la procédure avait été une erreur de Nathalie, que la décision avait été prise dans un état de détérioration mentale provoqué par la maladie et que l'enfant n'était pas légalement pertinent. Le silence dans le cabinet fut de ceux qui pèsent comme une pierre. « Et vous avez accepté ?» Elle m'a dit que si je n'acceptais pas, elle dénoncerait la procédure à l'ordre des médecins pour irrégularité dans le consentement. Le docteur Moreau leva les yeux. « Je sais que ce n'est pas une excuse. Je sais que j'aurais dû venir vous le dire immédiatement. Cela fait 8 mois que je ne dors pas bien à cause de ça. » Romain se leva, alla vers la fenêtre. La rue de la Défense dehors, avec son trafic tranquille d'après-midi coûteuse, ne lui dit rien. « Avez-vous documenté ce contact avec Isabelle ? J'ai gardé les messages au cas où. » Le médecin ouvrit le tiroir de son bureau et sortit son téléphone, le déverrouilla et le posa devant Romain. « Tout est là. » Romain lut les messages. 3 échanges distincts en 8 mois. Le dernier datait de 3 semaines, où Isabelle demandait si Romain avait récemment posé des questions et le médecin répondait par des évasions qu'elle interprétait comme une confirmation. Romain prit le téléphone du médecin, ouvrit l'appareil photo et photographia chaque écran. « J'aurais besoin que vous signiez une déclaration de tout cela, ce dont vous avez besoin. Et j'aurais besoin des registres de la procédure, complets. Je les ai gardés, je les ai toujours eus. » Le médecin le regarda. « Romain, je sais que je n'ai pas le droit de vous demander quoi que ce soit, mais Nathalie voulait que vous sachiez qu'elle l'a fait par amour, et non pour une autre raison. »« Je sais, » dit Romain, et il le pensait sincèrement. Je l'ai entendu dans sa voix ce matin. Il sortit du cabinet avec la boîte sous le bras et le téléphone, avec les photos des preuves. Dehors, dans sa voiture, il composa le numéro de son avocat. La prochaine conversation avec Isabelle n'allait pas être privée. Cette nuit-là, Isabelle arriva à l'hôtel particulier après 21. Elle trouva Romain dans le salon principal. Debout, les mains dans les poches, il n'y avait pas de musique. Aucune des lumières indirectes qu'elle allumait d'habitude à son arrivée. Seulement la lumière centrale. Et Romain, debout au centre de celle-ci. « Que s'est-il passé ?» demanda Isabelle. Son instinct était bon. Elle sut immédiatement que quelque chose avait changé. « J'étais à Villefranche-sur-Seine ce matin », dit Romain. Une très brève pause. Et au cabinet du docteur Moreau cet après-midi. Isabelle ne bougea pas.
mais quelque chose dans sa posture s'assit comme l'ajustement imperceptible de quelqu'un qui déplace son poids d'un pied à l'autre pour avoir un meilleur équilibre avant ce qui va venir. Romain dit, avec cette voix douce et raisonnable qu'il utilisait quand il voulait diriger une conversation où cela lui convenait. « Je ne sais pas ce qu'on t'a dit, mais il y a un contexte. J'ai les messages, Isabelle. Silence. Les messages où tu demandes à Étienne Moreau de me mentir si je posais des questions, où tu utilises une menace de dénonciation pour le faire taire, où tu sais depuis 8 mois que Thomas est mon fils, et choisis d'enterrer cette information pour ne pas perdre ce que tu avais construit ici. » Isabelle le regarda, et dans ce regard, pour la première fois depuis que Romain la connaissait, il n'y avait pas de calcul. Il y avait quelque chose de plus nu, la reconnaissance que la partie était perdue. « Je l'ai fait pour te protéger », dit-elle. Et elle le dit avec une conviction qui peut être à un certain niveau, était réelle. Tu ne l'as pas fait pour me protéger, tu l'as fait pour te protéger toi-même, Isabelle. Nos fiançailles sont rompues. Il le dit sans cruauté ni drame, avec la même clarté avec laquelle il concluait des contrats. Demain, parlez à votre avocat. Le mien a déjà tout. Isabelle ne répondit pas. Romain prit la boîte en carton du canapé et se dirigea vers son bureau. Il ne ressortit pas cette nuit-là. La rupture, la nouvelle des fiançailles rompues parvint au cercle social des chevaliers. Comme toutes les nouvelles arrivent dans ce monde, rapidement, déformées et avec de nombreuses versions différentes de la même chose. Ce qu'Isabelle n'attendait pas, c'était la rapidité. Romain avait parlé à son avocat cette même nuit. Dès midi le lendemain, le retour de la bague était formalisé, les accords prénuptiaux dissous et une lettre recommandée étaient partis à l'adresse d'Isabelle avec copie pour le cabinet juridique qu'elle utilisait. Tout était propre. Tout était documenté, tout était clos, avant qu'elle n'ait eu le temps de préparer une narrative alternative. Isabelle tenta de toute façon. Elle appela 3 personnes du cercle proche de Romain. Elle leur dit que c'était une décision impulsive, qu'une femme de ménage était impliquée, que Romain n'allait pas bien depuis la mort de Nathalie et qu'il avait besoin de soutien. Elle utilisa les mots justes dans le bon ordre, avec le ton approprié. Elle était douée pour ça. Le problème fut que 2 de ces 3 personnes appelèrent Romain directement pour lui demander comment il allait, et Romain leur dit la vérité. Pas toute la vérité, pas encore, mais suffisamment, qu'il avait découvert qu'Isabelle avait caché des informations importantes pendant 8 mois et qu'elle avait fait pression sur son médecin de confiance pour le maintenir dans l'ignorance, que les fiançailles n'avaient pas été rompues par impulsion, mais par des preuves. Les appels à Isabelle s'espacèrent jusqu'à s'arrêter. Ce fut le 4e jour qu'Isabelle commit l'erreur que Romain n'avait pas anticipée. Pauline était à son service de nuit quand Isabelle apparut à l'entrée de service après 22. Lucie Martin ne sut pas comment l'arrêter. Isabelle n'avait pas encore été officiellement déchargée de ses fonctions, car les processus administratifs sont toujours plus lents que les personnels. Elle trouva Pauline dans le couloir de l'ailette. « J'ai besoin de te parler », dit Isabelle. Pauline la regarda. « Nous n'avons rien à nous dire. Tu as raison que nous ne sommes pas amis, mais nous avons quelque chose en commun. Nous allons toutes les 2 perdre si Romain continue sur cette voie. Je ne vais rien perdre. » La voix de Pauline était calme, mais ferme. La voix de quelqu'un qui traite des choses très lourdes depuis des jours et qui en est sorti plus solide. Je n'ai pas de fiançailles rompues ni de mensonges documentés. J'ai seulement un travail et un fils. Ce fils, dit Isabelle en baissant la voix, c'est la raison pour laquelle Romain va te réclamer des droits que tu ne pourras pas lui refuser devant un tribunal. Il a des ressources que tu n'as pas, et quand il les utilisera, tu comprendras que ce que je faisais était en réalité aussi pour te protéger. Pauline resta très immobile. Romain n'est pas ce genre d'homme, dit-elle finalement. Tous les hommes sont ce genre d'homme quand l'argent et le sang sont en jeu. Vous connaissez un type très spécifique d'homme. Pauline la regarda. Moi, j'en connais un autre. Isabelle changea de ton, le rendit plus doux, presque conciliant. Je te demande seulement de réfléchir, de ne pas te laisser convaincre de quelque chose, sans comprendre toutes les conséquences. Mademoiselle Fontaine, Pauline fit un pas vers elle, non pas menaçant, mais direct. Cette conversation est terminée. Isabelle la soutint du regard un instant, puis elle fit demi-tour et s'en alla. Pauline attendit d'entendre ses pas s'éloigner. Puis elle sortit son téléphone et écrivit à Romain. « Isabelle est venue ici. Elle m'a parlé. Je pense que vous devez le savoir. » La réponse arriva en moins de 2 minutes. « Vous allez bien ?» Pauline regarda cette question sur l'écran. 2 mots simples qui, dans la bouche de son patron d'il y a 3 mois, auraient été une formalité qui maintenant était autre chose. Elle répondit « oui », puis elle rangea son téléphone et continua son service. Romain arriva à l'hôtel particulier à 23 H avec son avocat au téléphone. La visite d'Isabelle dans la zone de service, sans autorisation, était exactement ce dont il avait besoin pour compléter le dossier. Son avocat le confirma en 3 minutes. Cette nuit-là, Romain s'assit seul dans son bureau avec la boîte de Nathalie ouverte devant lui. Il sortit la lettre de 2 pages.
la lut une fois de plus lentement, comme celui qui relit les instructions de quelque chose qu'il est sur le point de construire. Dans la dernière partie de la lettre, Nathalie écrivait quelque chose qu'il avait lu ce matin-là, sans pouvoir l'absorber complètement. Maintenant, il l'absorbait. « Je ne te demande pas de l'aimer, je te demande de la voir, de voir la personne qui a choisi de porter ce que je n'ai pas pu porter, qu'il a élevé sans savoir qui tu étais, qu'il a aimé sans que personne ne lui explique pourquoi elle devait l'aimer. Ce genre de personne ne se trouve pas deux fois, Romain. Je le sais parce que je l'ai trouvé quand j'en avais le plus besoin. » Romain plia la lettre, regarda la fenêtre du bureau qui donnait sur l'allée de service, la même fenêtre d'où il avait vu Pauline s'éloigner des dizaines de fois, à minuit, son sac à dos serré contre sa poitrine. Il resta là un long moment, puis ferma la boîte, éteignit la lumière du bureau et alla à la cuisine faire chauffer du café. Il était presque minuit. À un moment donné, entre maintenant et 0:15, Pauline allait passer dans le couloir vers la sortie. Et cette fois, pour la première fois depuis que tout avait commencé, Romain n'allait pas faire semblant de ne pas écouter. Père et fils Pauline passa par la cuisine à 0:10. Elle s'arrêta sur le seuil en voyant Romain debout près de la cuisinière avec 2 tasses de café sur le comptoir. Elle ne dit rien, lui non plus. Il désigna simplement l'une des tasses d'un petit geste. Pauline posa son sac à dos par terre et s'approcha. Ils restèrent tous les deux debout près du comptoir, le café chaud entre les mains et le silence de l'hôtel particulier à minuit autour d'eux. C'était un silence différent de toutes les nuits précédentes. Avant, c'était le silence entre un patron et une employée. Maintenant, c'était un autre type de silence, celui de 2 personnes qui en savent trop l'une sur l'autre pour continuer à faire semblant que non. « Merci de m'avoir prévenu pour Isabelle », dit Romain. « C'était la bonne chose à faire. Elle vous a dit quelque chose qui vous a inquiété ?» Pauline réfléchit un instant. « Elle m'a dit que vous alliez me réclamer Thomas, que vous aviez des ressources que je n'ai pas, et que devant un tribunal, cela compte. » Romain la regarda. « Je ne ferai pas ça. Je sais. Vous savez ou vous l'espérez ?» Pauline y réfléchit honnêtement. « Les deux, je crois. » Romain hocha la tête, but une gorgée de café. « Ce que je veux, dit-il, choisissant ses mots avec le même soin que lors de négociations importantes, c'est le connaître, être présent sans rien vous prendre, ni vous demander de changer quoi que ce soit de ce que vous avez déjà construit avec lui. » Il fit une pause. « Vous êtes sa mère. Personne ne le conteste. Personne ne veut le contester. » Pauline écouta cela en silence. « Et que seriez-vous pour lui ?» demanda-t-elle. « Je ne sais pas encore. Il faudrait que nous le découvrions lentement tous les trois. » Il la regarda sans hâte. Pauline baissa les yeux vers sa tasse. Elle pensa à Solange, à la maison en pisé, à l'enregistrement d'une femme qu'elle n'avait jamais connue, mais dont la voix était restée gravée en elle dans un endroit qui n'était pas exactement la mémoire, mais quelque chose de plus proche du cœur. « Nathalie a dit quelque chose dans l'enregistrement ?» dit Pauline sans lever les yeux. « Elle a dit que Thomas aurait les yeux de son père et l'entêtement de sa mère, et qu'avec sa seule, il pourrait tout affronter. » Romain ne répondit pas immédiatement. « Elle avait raison, dit-il finalement. » Et dans sa voix, il y avait quelque chose qui n'était pas sa voix habituelle, c'était plus petit, plus réel. Pauline leva les yeux et le regarda. Et dans ce regard, il n'y avait plus la distance d'employé à patron, ni la méfiance des premiers mois. Il y avait quelque chose de plus honnête et de plus difficile à nommer. La reconnaissance de 2 personnes qui sont arrivées au même endroit, par des chemins complètement différents, et qui ne savent pas encore quoi en faire. « J'irai à Villefranche-sur-Seine ce week-end, » dit Romain, « voir Solange. Et si vous et Thomas êtes là, j'aimerais le saluer. Il sera là. » Bien. Pauline prit son sac à dos par terre, puis s'arrêta. « Puis-je vous demander quelque chose ?»« Oui. Quand vous l'avez vu pour la première fois dans le jardin, quand Thomas vous a parlé de l'oiseau, vous saviez déjà ?» Romain pensa. « Non, mais j'ai ressenti quelque chose que je n'ai pas su nommer. Une pause. Je crois que lui, il savait. » Pauline sourit. C'était la première fois que Romain lui voyait ce sourire, le même qu'il avait vu dans le jardin de Villefranche-sur-Seine quand Thomas montrait le bougainvillier, le sourire qui n'avait rien à voir avec le travail, ni avec la peur. « Les enfants savent des choses, » dit-elle, et elle se dirigea vers la sortie de service. Romain entendit la porte se refermer. Il resta seul dans la cuisine avec les 2 tasses vides sur le comptoir et quelque chose dans la poitrine qui n'était pas le poids mort des 2 dernières années, mais quelque chose de complètement différent, quelque chose qu'il mit un instant à reconnaître. C'était de l'espoir simple, sans garantie, de la taille exacte d'une cuillère en bois dans la main d'un enfant de 2 ans. Le samedi, Romain arriva à Villefranche-sur-Seine à 11h du matin. Il gara sa voiture devant le portail vert, descendit de la voiture et, avant qu'il ne puisse frapper, le portail s'ouvrit seul de l'intérieur. Thomas était de l'autre côté, pieds nus sur la terre du jardin et le ballon rouge sous le bras. Il le regarda, puis fit un pas vers lui, leva les bras et attendit. Romain s'accroupit, le prit dans ses bras. Thomas lui mit les mains sur le visage avec cette confiance absolue des enfants qui décident que quelqu'un est digne de confiance et n'ont plus besoin d'informations. Il le regarda de très près,
les yeux plissés de celui qui examine quelque chose d'important. « Monsieur », dit-il, avec ce air encore incertain. « Bonjour », dit Romain d'une voix plus basse qu'il ne s'y attendait. « Oiseau », dit Thomas. En désignant le mur, Romain regarda. Sur le rebord du mur, il y avait un moineau qui les observait avec cette indifférence majestueuse des petits oiseaux. « Oui », dit Romain. « Oiseau ». Thomas hocha la tête avec sérieux, satisfait que quelqu'un confirme enfin ce qu'il disait depuis longtemps. Et Romain Chevalier, debout dans le jardin d'une maison en pisé à Villefranche-sur-Seine, son fils de 2 ans dans les bras, pointant un oiseau sur le mur, sentit que quelque chose qui avait été brisé pendant 2 ans finissait par trouver sa place. Pas d'un coup, pas en fanfare, juste lentement, comme les choses qui durent. La famille qui a toujours été là. Solange mourut un mardi d'octobre, 3 mois après ce matin, dans la cuisine de Villefranche-sur-Seine. Elle mourut dans son lit, dans sa maison, avec le bougainvillier violet devant la fenêtre et la main de Pauline entre les siennes. Romain arriva 20 minutes après les faits. Il resta à la porte de la chambre un instant, regardant Pauline assise près du lit, la tête inclinée et les épaules immobiles de celle qui a fini de pleurer et qui est maintenant simplement présente. Il n'entra pas immédiatement. Il attendit. Quand Pauline leva les yeux et le vit, elle ne dit rien, elle ouvrit juste un peu la main qu'elle avait libre. Romain traversa la pièce et la prit. Il s'assit à ses côtés. Ils restèrent ainsi un long moment, tous deux en silence, avec Solange entre eux et la lumière d'octobre entrant par la petite fenêtre. Thomas dormait dans la pièce d'à côté. Gérard, le frère de Pauline, arriva une demi-heure plus tard et resta debout sur le seuil, les yeux rouges, ne sachant que dire. Romain se leva, lui posa une main sur l'épaule et le laissa entrer. Cet après-midi-là, tandis que les voisins commençaient à arriver avec de la nourriture et des fleurs et le silence particulier des villages quand quelqu'un meurt, Romain sortit dans le jardin, s'assit sur le banc de pierre près du bougainvillier, sortit de sa poche le carnet bleu à couverture rigide que Solange lui avait gardé et qu'il avait lu entièrement la semaine précédente. C'était le journal que Nathalie avait écrit pendant les 3 derniers mois de sa vie. Il l'ouvrit à la dernière page. La date était 5 jours avant sa mort. L'écriture n'était plus la même que celle des lettres. Elle était plus petite, plus irrégulière, mais restait indubitablement la sienne. Je ne sais pas si j'ai bien fait. Je ne sais pas si quelqu'un à ma place aurait fait différemment. Je sais seulement que je l'aimais, et que je voulais qu'il ait ce que je n'ai pas pu lui donner. Et je sais que Pauline est bonne. Je l'ai vue dans ses yeux la seule fois où je l'ai rencontrée, quand elle est venue signer les papiers. Elle avait peur et pourtant elle était courageuse. C'est la chose la plus importante qu'une personne puisse avoir. Romain ferma le carnet. Le bougainvillier violet bougeait lentement avec le vent d'octobre. Dans la pièce d'à côté, Thomas se réveilla et commença à appeler sa mère avec sa voix d'enfant à peine réveillée, encore à moitié endormi. Romain entra. Pauline était avec son frère dans le salon. Romain alla seul dans la chambre de Thomas. L'enfant le vit entrer et se redressa dans son lit, les cheveux en bataille et les yeux gonflés de sommeil. « Monsieur » dit-il. « Bonjour. » Romain s'assit sur le bord du lit. « As-tu bien dormi ?» Thomas considéra la question avec sérieux. « Oui » dit-il, puis il montra la fenêtre. « Mamie. » Romain le regarda. Les yeux sombres de l'enfant étaient calmes et directs, et attendaient une vraie réponse, pas une évasion. « Ta mamie est partie » dit Romain avec la même simplicité. « Elle ne sera plus là, mais elle t'aimait beaucoup. » Thomas traita l'information, regarda la fenêtre, puis regarda Romain. « Et toi ? Moi, je serai là. » L'enfant hocha la tête comme si cela suffisait, comme si c'était tout ce qu'il avait besoin de savoir. Il grimpa sur les genoux de Romain, avec la naturalité de quelqu'un qui a fait cela 100 fois, bien qu'en réalité, à peine 4 mois s'étaient écoulés depuis leur rencontre. Romain lui passa un bras autour, et tous deux restèrent à regarder par la fenêtre de la même manière, les yeux ouverts et sans hâte. Pauline entra dans la chambre quelques minutes plus tard, les vit ainsi, ne dit rien pendant un instant, puis alla s'asseoir de l'autre côté de Thomas sur le lit. L'enfant resta entre les deux, la tête appuyée sur la poitrine de Romain et la main prise par Pauline. « Merci d'être venu » dit Pauline. Il n'y avait pas d'autre endroit où être. 6 mois plus tard, un juge de Paris signa la reconnaissance légale de paternité de Romain Chevalier Duval sur Thomas Romain Dubois. Il n'y eut pas de conflit, pas de tribunaux ennemis, ni d'avocats en lutte. Ce fut une procédure tranquille d'une demi-heure, avec les documents en ordre et Pauline et Romain assis côte à côte devant le bureau du juge. Quand ils sortirent sur le parking du tribunal, Thomas s'attendait avec Gérard près de la voiture. Il courut vers eux dès qu'il les vit, avec cette manière de courir qui était encore plus une chute qu'une course. Romain le souleva. Thomas lui prit le visage entre les mains, comme toujours. « Papa ?» demanda l'enfant qui disait déjà presque bien les R. « Oui » dit Romain. « Je suis ton papa maintenant. » Romain le regarda. Ses yeux sombres, directs et tranquilles que 3 ans auparavant Nathalie avait imaginés sans pouvoir encore les voir,
« Je suis ton papa ». Thomas réfléchit un instant. Puis il hocha la tête avec le sérieux de celui qui conclut une affaire importante. « Bien », dit-il, et il appuya sa tête sur l'épaule de Romain avec la même naturalité qu'il l'avait fait depuis le premier jour. Pauline, debout près de la voiture, les regardait. Sur son visage, il n'y avait ni tristesse, ni soulagement, ni aucune des grandes émotions que l'on attendrait. Il y avait quelque chose de plus simple et de plus difficile à nommer, l'expression de quelqu'un qui est arrivé à un endroit qu'elle ne savait pas chercher et qui reconnaît en arrivant qu'elle y avait toujours appartenu. Romain la regarda par-dessus la tête de Thomas. Elle le regarda. Il n'en fallait pas plus. Devant le tribunal, un matin d'avril, le soleil entrant horizontalement entre les immeubles de Paris, une famille que Nathalie Chevalier avait construite avec amour, avec entêtement, et avec la certitude que les bonnes personnes se rencontrent, même si le monde met tous les obstacles possibles, termina de se reconnaître sans bruit, sans discours, avec un enfant de 2 ans et demi qui disait déjà presque bien les R et qui avait les yeux de son père et l'entêtement de sa mère, exactement comme elle l'avait dit.